La première des techniques de pêche que je vous propose d'étudier maintenant, c'est la pêche avec des appâts naturels, qu'ils soient vivants ou morts, en pêchant avec un flotteur ou opposé. Le secret de cette pêche-là, c'est avant tout une pêche de sensibilité. C'est-à-dire qu'il va falloir faire des montages qui soient simples, mais très efficaces. Pour cela, il faut une canne d'à peu près 3,50 m à 4 mètres, comme celle-ci, qu'elle soit télescopique ou non, avec une puissance de l'ordre de 40 à 80 grammes. Un moulinet simple, dont la seule qualité qu'il doit impérativement avoir, c'est un frein très très progressif. Les sandres ne sont pas des poissons de grand sport, mais ce sont des poissons extrêmement malins. Donc il va falloir pêcher relativement fin. Nous allons maintenant faire le détail du matériel nécessaire pour pêcher le sandre, et en commençant par les moulinets. Ici, vous avez le moulinet, la taille du moulinet pour pêcher le sandre dans des grandes rivières, genre Rhin, etc., où il faut pêcher parfois très loin. Donc il faudra un moulinet un peu plus important, genre moulinet carpe, avec une grande bobine pour dévidement du fil, une contenance de fil d'à peu près 200 mètres de 30 centièmes et un frein très progressif. Ensuite, vous avez le moulinet pour pêcher dans les grands plans d'eau. Il faut lancer très loin. Le moulinet est un peu plus petit, et on doit quand même lancer très loin. Mais il n'a pas besoin d'être aussi stable qu'un moulinet pour pêcher en grande rivière. Et ensuite, pour pêcher en plan d'eau normal, c'est-à-dire en étang ou alors en gravière ou alors en petite rivière, un petit moulinet comme ça, qui contient à peu près 150 mètres de 25 centièmes, suffit largement pour venir à bout de n'importe quelle cendre. Quel fil doit-on employer? À mon avis, et pour pêcher à peu près n'importe quelle cendre, le diamètre idéal d'un nylon, c'est du 25 centièmes. Maintenant, qu'il soit fluo, qu'il soit transparent, ça c'est une affaire de goût des pêcheurs. Mais enfin, disons qu'un 24 centièmes comme celui-là, qui a une portée de 4,5 kg, suffit largement à venir à bout de n'importe quelle cendre. À l'heure actuelle, nous avons une évolution qui délaisse le nylon pour venir sur des multifilaments comme ceux-ci. Les multifilaments, ce sont des tressés qui ont l'avantage d'avoir, pour des diamètres beaucoup plus faibles, comme celui-ci, 16 centièmes ou 18 centièmes, une traction de à peu près 8 à 9 kg. C'est énorme par rapport à celui-là qui fait par exemple 25 centièmes, qui n'a 4 kg. Ces multifilaments sont très bien, ils ne sont pas extensibles, ils transmettent très bien les touches, mais ils ont des avantages, c'est sûr. Par exemple, quand on pêche en milieu encombré, genre rivière, ou alors où il y a des nénuphars, ou alors en étang où il y a beaucoup d'herbes, un multifilament comme ça, tendu, cisaille très bien tous les herbes qu'il y a au fond. Mais seulement, ils ont aussi les qualités de leurs défauts, les défauts de leurs qualités, comme vous voulez. C'est-à-dire que si vous restez accroché avec un multifilament et que vous avez un hameçon qui ne s'ouvre pas, là, ça va être la galère pour se décrocher, parce qu'on ne sait jamais où est-ce que le fil risque de casser. En plus, il faut dire aussi que sur les multifilaments de faible diamètre, 16-18 centièmes que je conseille pour le cendre, il faudra systématiquement coller tous les nœuds des hameçons, parce que ceux-ci ont tendance à glisser. Ou alors il faut faire des nœuds doubles très bien faits, mais je dis bien vraiment très bien faits, ou alors systématiquement coller tous les nœuds si on ne veut pas avoir de désagrément, que les hameçons ou les nœuds sur les émerillons glissent tout seuls. Passons maintenant au chapitre flotteur. Qu'est-ce qui fait la définition d'un bon flotteur à cendre? Un bon flotteur à cendre doit être le plus hydrodynamique possible, c'est-à-dire ça doit tous être des flotteurs extrêmement fins, longs, qui offrent le moins possible de résistance dans l'eau. Les cendres sont des poissons extrêmement méfiants. Et croyez-moi, on a fait souvent l'expérience qu'en pêchant avec un flotteur et un fil de 40 centièmes, où le flotteur est équilibré très exactement, c'est-à-dire ici en bas de l'antenne, on prend plus de poissons qu'avec un flotteur et un fil de 25 centièmes, seulement si le flotteur est équilibré ici.
Le centre est extrêmement sensible à la résistance, à tout ce qui n'est pas normal. Alors les flotteurs qu'on a ici sont tous extrêmement longs. Ils sont ici, comme celui-ci, en flotteur fixe, qu'on peut utiliser pour des petits fonds. Vous avez les mêmes en flotteur coulissant, tous avec soit une gélule en haut ou une gélule en bas et une grande antenne qui permettent une meilleure visualisation de la touche quand on pêche à grande distance. Ceux-ci sont des flotteurs coulissants avec coulissage à l'intérieur. Ici, j'en ai un coulissant avec le fil qui passe à l'intérieur. Vous avez des flotteurs un peu plus spéciaux qui sont les flotteurs comme ceux-ci avec une antenne creuse dans lequel on peut mettre à l'intérieur un bâtonnet lumineux pour les pêches de matin de bonne heure ou de soir tard, de manière à mieux voir où on pêche et quand il y a une touche. Le dernier espèce de flotteur, c'est un flotteur qu'on emploie également pour la pêche du brochet. C'est ce flotteur-là. C'est un flotteur qui est surtout pour pêcher en eau calme et quand on a le vent dans le dos. C'est-à-dire que quand on pêche en eau close, on lance et si on a le vent dans le dos, le vent se prend dans l'ailette qu'il y a ici et s'en va. C'est-à-dire que ça va toujours éloigner le vif qui a toujours tendance plus ou moins à revenir au bord. Le plombage pour pêcher au vif, c'est extrêmement simple. Il suffit de mettre une olive, en principe exactement de la portée du flotteur, quoi, en prenant soin de mettre en dessous de cette olive une perle en plastique ou en bois, en dessous qui va protéger le nœud de l'émerillon des chocs du plomb et une perle supérieure qui va protéger, qui va empêcher plus exactement le flotteur de passer par-dessus le nœud du stopper qui se situera que 4 ou 5 mètres plus haut. Et puis c'est tout. Il y a quand même un truc où on peut pêcher avec un flotteur en pêchant ce qu'on appelle au surplombé. C'est-à-dire que je prends cet exemple de là, qui est un flotteur qui porte 4 grammes. J'ai ici très exactement 4 grammes, mais ces 4 grammes-là vont être prévus non pas pour équilibrer le flotteur, mais pour être posés au fond. Et il va falloir mettre ici sur la tige du fil de plomb d'une valeur de 4 grammes. C'est-à-dire que la ligne va rester au fond et le flotteur, comme il va être prélesté à 4 grammes, quand un poisson va tirer dessus, il n'aura absolument aucune sensation de résistance parce que le flotteur s'enfoncera pratiquement de lui-même. Et à ce moment-là, le but de ce petit plomb-là, ça sera de maintenir la ligne en place sur le fond. C'est une méthode de pêche qu'on appelle le surplombé, mais qui est pratiquement surtout valable en étant en eau close où il n'y a pas de courant qui risque de tirer sur le flotteur. Descend là. Je crois qu'il y en a un. Laissez partir un peu. Il remonte. Il remonte. Regarde qui part. Attention. Faire un coup. Voilà. Ça fait la taille, c'est tout.
Passons maintenant au chapitre hameçon. Là, disons que la forme d'un hameçon, c'est surtout une affaire du pêcheur lui-même qui a toujours un hameçon d'une forme favorite. Le plus simple de tous ces hameçons-là, c'est évidemment un grand hameçon simple avec lequel on pique le vif par devant, par le nez, ici, mais avec lequel aussi on peut le prendre par le dos, comme ça, ou éventuellement, si c'est des vifs qui ont tendance à monter en surface et qu'on pêche près du fond, par en dessous, comme ça, c'est-à-dire que le vif va tirer comme ça par le haut. C'est un hameçon qui a la faveur de beaucoup de pêcheurs parce qu'il reste moins accroché que les autres. Et ensuite, vous avez les hameçons triples. Les hameçons triples qu'on pique de la même manière, soit devant par la gueule, comme ça, et surtout par le dos, comme ça, pour les montages à ferrage instantané. Je ne conseillerais pas de les mettre en bas parce qu'on reste toujours accroché dans l'herbe. Si vous le piquez par en bas, il vaut mieux prendre à ce moment-là un hameçon simple. Ensuite, il y a les hameçons doubles, comme ceci, des hameçons doubles qui sont destinés à piquer uniquement le vif par le dos. Un autre emplacement pour prendre ces hameçons-là est plus ou moins ici en bas, on reste accroché. Si on l'accroche par le nez, on risque aussi de rester pris dans l'herbe. Les autres hameçons, ce sont les hameçons perroquets à bec double. Ce sont d'ailleurs presque ceux que je préfère. Soit en piquant le petit hameçon sur le côté, comme ça, et quand je pêche, en pêchant par le dos, en mettant le petit hameçon dans le dos et le gros pratiquement collé contre le flanc du vif. C'est-à-dire que quand on ferre, l'hameçon bascule et est libéré. Le cendre, de cette manière, ne sent pas le fer de l'hameçon. Et ensuite, vous avez les hameçons qui sont plus exactement destinés à la pêche pour pêcher au locher, c'est-à-dire quand on pêche à fond, c'est-à-dire que ce sont des hameçons qui vont être présentés comme ça, locher sous la peau du poisson le fil qui va sortir par ici. C'est un montage surtout pour les pêches à ferrage très retardées. Il faut déjà que le cendre tire un bon bout avec et qu'il est bien en gueule parce qu'à ce moment-là, ça risque de se... Sinon, si on ferre trop tôt, ça risque, s'il a pris en tête ou en queue, on risque de louper le poisson. Quand il est pris comme ça. Par contre, c'est un montage qui, en eau close, comme l'hameçon est juste sous la peau, ne fatigue pas le vif. Il est évident que tous ces formes d'hameçons-là sont en vente à l'heure actuelle, comme ici, tout monté avec des bas de ligne en Kevlar. À l'heure actuelle, le Kevlar est un matériel de bas de ligne, pour les cendres en tout cas, qui est très bien parce qu'il a une très grande résistance et en plus il permet que si on prend par hasard un brochet ou un silure avec, le brochet ne vous coupera absolument pas le bas de ligne parce qu'il se cassera plutôt les dents sur les Kevlar. Et ça, c'est quand même quelque chose d'un gros point très important. Parce que si vous prenez même un petit brochet de 30 cm avec un bas de ligne en fil de 25 centièmes, il va être coupé dans les 4 secondes qui viennent. Avec ça, ça ne risque pas d'arriver. Voyons maintenant la pêche opposée avec des appâts vivants ou morts. La pêche opposée, c'est très simple, la même canne qu'avant, le même moulinet, le même fil. La seule différence qu'il y a, c'est qu'il n'y aura pas de flotteur, mais un gros plomb qui va maintenir une ligne en place dans l'endroit que vous avez choisi pour pêcher. Je vous conseille de mettre un petit anti-tangle en plastique pour empêcher un emmêlage éventuel du fil, un plomb poire, une perle, un émerillon JB2 et ensuite un bas de ligne armé de la manière à laquelle vous allez pêcher. Ça peut être aussi bien un poisson vivant qu'un poisson mort ou même qu'un filet de poisson, comme je vous ai préparé ici. Entre nous, un filet de poisson, ça se découpe de la manière suivante. Là, vous avez un poisson que j'ai prédécoupé
Et un filet de poisson, ça s'accroche, soit on l'enfile par la queue de manière à laisser sortir le fil ici, le hameçon par exemple, ici, ou alors, si vous prenez la partie de tête, tout simplement, comme font les pêcheurs professionnels, par les yeux, ça tient comme du béton et ça ne risque pas de se décrocher. Il faut laisser les viscères toujours avec dans un poisson, quand on pêche avec des morceaux de poisson. L'ennui avec les morceaux de poisson, c'est que si vous pêchez dans un coin où il y a des poissons-chats, puis qu'ils viennent sur le coup, vous n'avez plus qu'à rentrer chez vous, changer de place. Ensuite, deux systèmes flottants pour pêcher avec des poissons morts. Ils sont nouveaux sur le marché, mais ils sont efficaces parce qu'ils évitent de s'accrocher dans les herbes et que votre appât soit dissimulé dans un coin ou un autre, puis de s'accrocher dans un coin. C'est les systèmes de chez Caletta, l'un comme celui-ci pour pêcher avec des poissons morts, et l'autre ici pour pêcher avec des vers que l'on fait flotter. Parce que la pêche du cendre à fond, ce n'est pas seulement une pêche avec des poissons ou des morceaux de poissons, c'est aussi une pêche qu'on peut pratiquer avec des écrevisses, avec des gros vers de rosée, avec tous les appâts vivants susceptibles d'être avalés par un cendre. Je veux dire. Il dit rien celui-là. Technique que j'aimerais vous présenter à l'heure actuelle, c'est la technique de pêche au poisson mort manié et au ver manié. Cette technique-là, c'est avant tout un homme, un montage et une canne. S'il n'y avait pas eu Albert Drašković, la pêche du cendre, à l'heure actuelle, telle qu'on la connaît, la pêche de mouvement, ça n'aurait jamais eu lieu et la pêche du cendre n'aurait jamais eu le développement qu'elle a à l'heure actuelle. Et pourtant, c'est tellement simple. Regardez plutôt. Une monture à poisson mort manié, qu'est-ce que c'est? Un plomb articulé, ici, une accroche qu'on glisse à l'intérieur du poisson, deux bas de ligne, deux avançons inégaux qu'on met sur les flancs du poisson et un fil de cuivre que l'on passe derrière les ouïes du poisson pour le maintenir en place, et puis c'est tout. C'est simple, mais jusqu'à l'heure actuelle, ça a été copié. Il y en a un tas d'autres, mais c'est toujours aussi efficace. Et la pêche au poisson mort manié, ça a été le départ d'une série d'autres produits que nous avons ici, qui ont été tous plus ou moins dérivés de la même. Celui-ci est doté d'une ailette pour la pêche aux autres appâts naturels maniés. Ici, là, j'ai remplacé par un ver artificiel, mais c'est la monture pour pêcher avec un ver manié, c'est-à-dire un hameçon de tête qui remplace
cette partie-là, mais qui maintient le verre en place sur la monture, et ensuite un hameçon triple qui sort à peu près entre le tiers et la moitié du corps du verre. Le plan articulaire en tête reste, et on a rajouté, pour un attrait un peu supérieur, des perles rouges qui font un signal sang et une petite hélice qui donne des vibrations dans l'eau. Une canne à poisson mormanier, c'est une petite merveille technique qui doit toujours joindre deux qualités parfaitement opposées normalement. C'est-à-dire, c'est une canne qui doit être très légère, parce qu'on pêche des heures avec, et en plus, ça doit être une trique, c'est-à-dire très rigide pour retransmettre au leurre toutes les impulsions, toutes les vibrations que lui donne le pêcheur. Et c'est une équation qui est, disons, relativement difficile à résoudre. J'en ai deux types ici. Le type normal de la canne en emmanchement, que l'on trouve le plus couramment dans le commerce, et ce que j'appellerais, disons, un oiseau rare, c'est-à-dire une canne télescopique qui a fait son apparition sur le marché et qui élimine les problèmes de transport des cannes qui sont quand même nettement plus longues et qui posent parfois des problèmes dans le coffre des véhicules. La troisième méthode de pêche que j'aimerais vous présenter maintenant, c'est la pêche au leurre souple. Les leurres souples, en France, c'est devenu le black bass des Américains, le cendre réagissant absolument à ces poissons en plastique de la manière la plus inattendue. Il existe plusieurs familles de leurres souples. La première famille, ce sont les leurres souples qui ressemblent d'une manière plus ou moins schématique à un poisson. Ça existe dans toutes les couleurs possibles et imaginables, le but des différentes couleurs étant l'emploi du leurre souple dans les conditions de pêche, c'est-à-dire avec une rivière à eau trouble ou teintée, il faudra prendre des couleurs assez foncées. Une rivière très claire, il faudra prendre des leurres beaucoup plus clairs, blancs, nacrés. Et enfin, pour pêcher très profond, à ce moment-là, il ne faut pas hésiter à prendre des poissons comme ceux-ci, qui sont des poissons phosphorescents. La deuxième famille de leurres souples, ce sont des leurres avec un corps annelé et une grande queue plate très mince qui travaille toute seule sous l'inertie du plomb de tête. Ces leurres possèdent une queue, deux queues, jusqu'à 4 queues comme celui-ci, ont un maniement beaucoup plus facile parce qu'ils travaillent d'eux-mêmes sous le courant. Ça, ce sont les deux grandes familles dans toutes les couleurs et les grosseurs possibles imaginables. Notez que pour le cendre, la taille normale et classique, c'est cette taille-ci, disons, un leurre souple qui a entre 6 et 8 cm de long. Quand on a lancé, on laisse le fil glisser entre les doigts de manière à sentir le contact du leurre sur le fond. Et ensuite, on baisse la canne en moulinant pour tendre le fil, comme ça. Et ensuite, on ramène le fil par petits à-coups successifs en essayant de faire vibrer le leurre. Et en remontant la canne sans mouliner le moins possible. Ensuite, on redescend la canne en bas et on retend en faisant vibrer le leurre. La nage du twist est fondamentalement différente d'un poisson nageur en forme de poisson parce que la queue très fine du twist le fait travailler de par son propre poids, c'est-à-dire que le plomb qu'il y a à l'avant, qu'il soit monté avec une monture Dashkovich ou avec une monture speed, c'est-à-dire un hameçon avec un hameçon simple fixe sur le plomb, le twist travaille tout seul. Il n'y a pratiquement qu'à agiter la canne de haut en bas, le twist travaille tout seul. Il n'y a pas besoin d'animation supplémentaire comme on le fait pour ces poissons-là ou pour pêcher avec un poisson mormanier. La prochaine famille de leurres souples que je vais vous présenter maintenant, c'est tout ce qui ressemble de plus ou moins près à un verre, disons un lombric, que ce soit petite taille ou même des plus grandes tailles, qui ressemblent, eux, vraiment à des vers naturels, tandis que l'évolution les amène à avoir des bouts de queue plate, de manière à ce qu'ils travaillent un peu mieux dans l'eau. Le bout de l'évolution, ce sont ceux-ci, avec un bout de queue plate et même un petit bruiteur à l'intérieur
qui est dans une petite capsule de plastique. C'est une capsule de plastique avec deux petites boules de métal à l'intérieur qui fait du bruit quand le leurre y nage. Nous passons ensuite à une autre forme très simple que les Américains appellent des slugs et qui, en fin de compte, chez nous, sont les copies plus ou moins conformes des lamproies planaires qu'on appelle dans certains endroits des chatouilles. Ce sont des leurres à manier très lentement sur le fond, pratiquement en les traînant par terre. Ensuite viennent, de manière un peu plus récente, les écrevisses, sous différentes formes, différentes grosseurs. Celle-ci est par exemple aromatisée avec de l'huile d'écrevisse. Ensuite, des leurres qui sont très peu employés, mais qui sont malgré tout extrêmement efficaces, qui ressemblent à des salamandres. Et enfin, des grenouilles en plastique, qui sont très bonnes au mois de juin-juillet dans les herbiers. Alors vous avez la formule grenouille imitation presque réelle, et ensuite la grenouille simplifiée, avec le signal œil ici, et deux pattes beaucoup plus importantes qui travaillent dans l'eau. Série de leurres souples que j'aimerais vous présenter, ce sont des leurres absolument farfelus qui ne ressemblent à rien, puisque ce sont des horribles compromis entre les écrevisses, les petits poulpes, les twisters à deux queues, enfin ça ressemble à rien, mais qui ont tous une particularité, ils sont munis d'un hameçon plombé et d'un système anti-herbe. Par exemple, celui-ci, il ressemble plus ou moins à une écrevisse et il est composé en dessous d'un hameçon avec un corps plombé et d'une élytre ici. C'est-à-dire que on va mettre cette élytre dans le corps de cette soi-disant écrevisse et on va piquer le corps, la pointe de l'hameçon, de manière à ce qu'il dépasse très légèrement sur le dos de l'écrevisse. C'est-à-dire que seulement quand le poisson refermera la gueule sur l'hameçon, il se fera piquer. Ça permet de passer au milieu des herbes aquatiques, des nénuphars, de tout ce qu'on veut, sans rester accroché à chaque fois. Vous avez un autre système ici, qui est un système avec un balai. Ce balai écarte aussi les herbes aquatiques qui risqueraient de se prendre dans la pointe de l'hameçon. Les derniers nés dans le genre leurre souple, ce sont des hybrides, on peut appeler ça comme ça, qui sont soit avec un corps de 4 ou un corps de leurre souple à queue en virgule, mais qui sont précédés tous d'une palette avec des perles pour créer un appel et des vibrations supplémentaires. La pêche avec ces systèmes-là, c'est presque de la pêche au lancer normal.
ça n'a plus grand-chose à voir avec une pêche d'animation comme je vous l'ai décrit tout à l'heure. Ne croyez surtout pas que vous avez besoin de tous les leurres souples que je vous ai montrés là pour attraper des poissons. Il suffit pour commencer d'acheter un simple kit comme ceux que j'ai là, qui réunissent quelques têtes plombées et les principales couleurs pour déjà attraper suffisamment de cendres. Et ensuite, ce sera à vous, en fonction des couleurs qui marchent le mieux dans les eaux où vous pêchez normalement, de trier et de choisir exactement la taille qu'il vous faut. Le matériel pour pêcher au leurre souple, c'est à peu près le matériel qu'il faut pour pêcher au poisson mormanier en un peu plus léger. On gardera le moulinet avec un fil de 22 à 25 centièmes et ensuite une canne. Cette canne-là est un peu plus spécifique parce qu'il faut que ça soit une partie comme une canne à poisson mormanier, c'est-à-dire une trique absolument rigide qui est représentée ici par ces trois éléments. Et ensuite, un sion, ou plus exactement une pointe de sion, en carbone plein, qui est beaucoup plus fine et beaucoup plus sensible. Les leurres souples travaillant d'eux-mêmes, ça demande un tout petit peu plus de doigté, et surtout, après que la charge du plomb, cette partie-là va faire travailler le leurre. C'est-à-dire que dans la canne, vous allez avoir deux parties. Vous allez avoir une petite partie de pointe pour faire évoluer le leurre à votre gré au fond de l'eau, et le restant de la canne, c'est-à-dire ces trois parties-là, pour sortir le poisson qui aura mordu. Le sion ne jouant aucun rôle pour sortir le poisson. Le sion était là seulement pour animer le leurre. D'ailleurs, on peut se servir de cette canne-là pour pêcher au poisson mormanier sans mettre le sion en pointe. Je lance mon appât à manier sur le haut du tombant, je le fais descendre tout doucement par saccade, et ensuite je ramène en prospectant tout le bas du tombant. Et s'il y a des cendres ou des carnassiers à voir dans le coin, à tous les coups, c'est là qu'ils seront. La quatrième méthode de pêche que je vous présente maintenant, c'est le cendre à la tirette. Qu'est-ce qui fait la différence entre la pêche au poisson mormanier ou leurre souple et la pêche à la tirette? C'est qu'à la pêche au poisson mormanier, on imite un poisson qui a encore à peu près, disons, 50% de ses moyens. C'est-à-dire qu'il a encore les moyens d'évoluer dans l'eau, de monter, de descendre, de virevolter. La pêche à la tirette, c'est un poisson qui a perdu 90% de ses moyens et qui dérive pratiquement à ras du fond, tout en ayant de temps en temps un tout petit soubresaut. Donc c'est pratiquement un poisson agonisant auquel le cendre va avoir affaire. Or, comme le cendre se nourrit très bien de poissons morts, faire dériver la pêche du poisson mormanier en une pêche à la tirette, c'était tout à fait logique. Qu'est-ce qu'il nous faut comme matériel? Il nous faut d'abord, comme pour les autres pêches, même moulinet, même fil. Ça, c'est pas très compliqué. La canne, pour une pêche à la tirette, c'est la canne à l'anglaise du pêcheur de carnassier. C'est une canne très fine, très sensible, qui doit faire ressentir au pêcheur le moindre toc, le moindre arrêt auquel est soumis soit le plomb, soit l'appât qui est au bout de la ligne. Parce que, contrairement à la pêche au poisson mormanier où le poisson se suspend brutalement au bout de la ligne, la touche d'un cendre ou d'un brochet ou à la tirette, c'est toujours un petit pincement suivi d'une immobilité. Cette immobilité, ça peut être un caillou qui bloque l'olive, mais ça peut être aussi un cendre ou un autre carnassier qui pince simplement le poisson sans bouger de place. Donc il faut, à ce moment-là, baisser la canne, rendre du fil et attendre quelques instants pour voir si c'est une accroche naturelle ou bien une touche de poisson qui, à ce moment-là, va partir dans l'autre sens. Pour cela, il faut donc une canne qui soit beaucoup plus sensible que les cannes précédentes et, disons, un peu plus souple. Ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre au bout de cette canne-là? D'abord, la plombée. La plombée, ça peut être une olive longue, normale, classique, ou bien des plombs sabots comme celui-ci qui sont autant accrocheurs, c'est-à-dire qu'on peut changer de grosseur sans démonter la ligne. Par contre, ils ont le petit désavantage, à mon avis, c'est de n'être, à l'heure actuelle, commercialisés que dans des plombées un peu trop faibles,
Dès qu'on dépasse les 6-7 mètres, ça commence déjà à poser des problèmes. On sent moins bien le contact. Ensuite vient une toute nouvelle pêche qui est d'employer une bombette. C'est un mélange de plomb qui est à l'intérieur, de flotteurs et d'antitangle. Ça a l'avantage, quand on lance, de ne jamais s'accrocher parce que même si le leurre remonte de ce côté-ci, il va reglisser le long de la bombette et reprendre sa position normale. En plus, cette partie-là remonte toujours vers la surface. C'est-à-dire que l'angle d'incidence ici sera beaucoup moins important qu'avec un plomb comme ça où ça peut remonter beaucoup plus brutalement. C'est-à-dire que la perception de la touche sera encore meilleure. Ça demande par contre un système avec hameçon qui est complètement différent des autres montages qu'on avait avant. Et pour ceux qui sont un peu à pêche en mer, ils s'apercevront que ce sont tout simplement mes montages pour pêcher les poissons plats que les gens ont repris ici. Une monture pour pêcher à la tirette, c'est un morceau de Kevlar, en principe relativement souple, et un hameçon simple qui est piqué dans les 2 lèvres du poisson. Ensuite, pour faire effet teaser, c'est-à-dire pour attirer le poisson, on a déjà commencé à rajouter des perles. Ici, des perles en plastique, et ici, 2 perles flottantes, par exemple, qui vont décoller un peu la tête du poisson du fond. C'est-à-dire que quand on va tirer, le poisson va faire ça. C'est-à-dire une très faible amplitude qui correspond bien à un poisson qui n'a plus que 10% de ses moyens. Et pour compléter un peu l'action de tout ça, on a rajouté devant une petite palette 00 de cuillères tournantes. Celle-ci est faite pour faire des vibrations à la moindre tirée en même temps qu'un effet optique. Certains, parce qu'elles sont peintes de couleur signal, c'est-à-dire jaune comme ça ou orange comme ça. Passons maintenant, si vous le voulez bien, à la pêche à la cuillère. Et tout d'abord, j'aimerais vous présenter les mal aimés des pêcheurs français, c'est-à-dire les cuillères ondulantes. On pêche régulièrement dans les autres pays, surtout les pays de l'Est, avec des cuillères ondulantes, de taille entre 3 et 7 cm. Et on prend régulièrement du cendre et du beau cendre. En France, je crois que je n'ai encore jamais vu un pêcheur qui s'en servait. Alors, elles peuvent être de toutes les couleurs possibles imaginables, avec toujours, il vous faut toujours respecter, cuillère sombre au foncé, cuillère claire au clair. Passons ensuite aux cuillères tournantes. C'est pareil, en France, on pêche le cendre à la cuillère tournante, mais on le pêche pas beaucoup. Pourquoi? J'en sais rien. Alors qu'en fin de compte, les cendres réagissent très bien et mordent très bien avec des cuillères tournantes, surtout dans les petites rivières, disons avec 2-3 mètres de fond, on fait de fort belles pêches de cendre. Cuillère sombre au sombre, cuillère claire au clair. Certaines sont avec 1-2 palettes, avec pompon, avec mouche sur l'hameçon, ou alors même avec un bout de plastique imitant grossièrement un bout de verre ou quelque chose comme ça. Ensuite, j'ai aussi des cuillères un peu plus spécifiques cendre qui sont déjà des hybrides parce que c'est le mélange d'une cuillère plombée sous la palette et d'un poisson en plastique, mais un poisson en plastique à ce moment-là rigide parce qu'il a une armature d'acier dedans qui lui empêche tout mouvement. C'est la palette et le mouvement entre la palette, le plomb et le poisson qui lui donnera du mouvement. Ensuite, il y a une cuillère pour pêcher les bars en mer. Seulement, je me suis aperçu, en les essayant tout à fait par hasard en eau douce, qu'on attrapait très bien des cendres, surtout en été, dans pas beaucoup d'eau le soir, avec ce genre de cuillère-là. Je pense que ça vient d'une part du fait que la palette en plastique produit des vibrations qui sont relativement puissantes et qu'en plus, cette palette est relativement phosphorescente ou luminescente. Et les deux combinés, dans les chemins entre les nénuphars, ça donne souvent de bons résultats. Seulement, disons, en eau entre 1,50 m et 2 mètres. On peut moins bien pêcher quand ça descend très profond. Maintenant, il existe des cuillères, on ne sait plus si on doit appeler ça des cuillères ou des leurres souples ou des poissons nageurs. C'est un compromis entre tout ce qu'on veut. Le type parfait, c'est celle-ci, c'est une cuillère à cendre de chez Mepps, c'est une cuillère ondulante avec un hameçon fixe, mais
qui est doté sur l'arrière d'un leurre souple. D'un leurre souple qui fait en même temps figure d'anti-herbe, puisque le leurre souple vient se planter sur la pointe de l'hameçon. C'est-à-dire que seulement quand il y a un poisson qui prend le leurre souple dans la gueule, qui se prend également la pointe de l'hameçon dans la gueule. Maintenant, il y a deux espèces de produits qui viennent de chez Flasmer. On ne peut pas appeler ça ni des cuillères sous, ni des cuillères, ni des poissons nageurs. Ce sont les diables. Ce qu'ils appellent les diables de Tasmanie, que j'ai ici en deux grosseurs. Ça tourne, ça virevolte dans l'eau, ça donne des reflets, ça ne semble à rien, mais ça prend des poissons. C'est la seule chose que je me borne à constater. Le maniement de ces deux diables, c'est approximativement le maniement que l'on prend pour une cuillère ondulante. Et maintenant, il y a le dernier, dont servait au départ pour pêcher le saumon. Et c'est ce produit-là, une turbine, qui va tourner quand l'eau appuie dessus. Cette turbine est montée sur un mandrin en plastique entre plusieurs perles. Et derrière cette turbine, à peu près à une dizaine de centimètres, on peut mettre un poisson mort, on peut mettre un ver, on peut mettre une écrevisse et pêcher et ramener très lentement à ras du fond. Cette turbine-là fait à la fois office de plomb, mais en même temps, comme elle tourne, elle soulève les particules de sable, les particules, disons, assez instables qu'il y a au fond, qui font un petit nuage, qui font croire aux cendres qu'il y a une écrevisse ou qu'il y a un poisson qui essaye de chercher quelque chose dans la vase ou de se camoufler dans la vase. En ce qui concerne la canne et le moulinet, c'est simple. Une bonne canne à lancer pour lancer à peu près entre 30 et 50 grammes, de 2,50 m à 2,80 m. Et un moulinet, comme tous les moulinets qu'on a vus jusqu'à l'heure actuelle, c'est-à-dire une récupération à peu près de 80 cm autour de manivelle et un bon fil de 25 centièmes pour éviter quand même une usure trop rapide du fil. Et c'est aussi le matériel qu'il nous faudra pour pêcher avec des poissons nageurs, et c'est notre prochain chapitre. La pêche aux poissons nageurs, c'est avant tout déjà le plaisir des yeux du pêcheur. Parce que dans une caisse à pêche, c'est vraiment agréable de contempler toute une collection de poissons nageurs. J'ai réuni ici les deux collections les plus complètes qu'on puisse trouver sur le marché français. D'un côté, vous avez la collection de chez Yosuri, distribuée par Flasmer. Ce sont des leurres qui n'étaient au départ pas faits pour la rivière, mais pour la mer, mais en fin de compte, avec lesquels j'ai eu des résultats pour les cendres, disons, assez remarquables. Ces résultats viennent en grande partie des couleurs qui sont absolument scintillantes, miroitantes, qui attirent l'attention des cendres de très loin. La taille employée va de 4 cm pour les plus petits jusqu'à 8 ou 9 cm pour les spécimens un peu plus gros, mais tous avec des effets miroirs absolument remarquables. La deuxième collection, ici, c'est évidemment les Rattler-Rap et tout ce qui concerne la collection de chez Rapala. Il y en a tellement d'espèces qu'il serait ici beaucoup trop long pour tous les énumérer. Certains sont dotés d'une bille à l'intérieur qui est bruiteuse. Certains sont très plongeants, très plongeants. D'autres sont flottants. Pour les débutants, je conseillerais de prendre un petit poisson nageur de 6 à 7 cm flottant et de le monter sur un bas de ligne avec un plomb d'une vingtaine de grammes en avant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas trop d'erreurs à faire. Quand on tire le poisson nageur, il va descendre en frétillant. Dès qu'on va arrêter, il va remonter. C'est-à-dire que les risques d'accroche seront vraiment limités. Alors que si vous passez tout de suite avec un poisson nageur plongeant, voire très plongeant, si vous ne connaissez pas très bien les réactions du poisson nageur, ça risque de coûter relativement cher en accroche. Maintenant, il y a deux espèces particulières de poissons nageurs, si on peut appeler ça comme ça aussi, qui sont venus relativement récemment sur le marché. Ça ressemble, disons, à un demi-poisson nageur cintré, avec soit un triple en queue, soit encore beaucoup mieux, un fixe en queue avec une élytre anti-herbe. Ça, c'est l'arme absolue contre les cendres pour pêcher en plein milieu des herbiers. Ils sont plombés de telle manière de passer la pointe en l'air, protégés par l'élytre anti-herbe.
On peut pêcher dans les pires touffes d'herbe, il ne reste jamais accroché. Et maintenant, la dernière espèce qui arrive de plus en plus en eau douce, c'est la désalinisation des big, des big bombes, etc., c'est-à-dire des poissons à hélice. On s'est aperçu que les poissons à hélice étaient capables non seulement de prendre des barres, mais aussi d'abord des brochets et en descendant un peu les tailles comme ceci, de prendre du cendre. Les vibrations émises par les hélices de tête et de queue sont relativement importantes. Si à cela on ajoute des effets soit nacrés, soit réflectorisants sur les flancs des poissons, ça donne de très bons résultats. En eau encombrée, par contre, je vous conseillerais d'enlever les triples qu'il y a sous le ventre du poisson et de ne conserver que le triple de queue, parce que ça fait quand même pas mal de risques d'accroche. Mais en eau à peu près propre, ou alors pour les pêches en mi-eau, ce sont des leurres absolument meurtriers, et qui sont à l'heure actuelle très peu employés parce que justement, on ne les connaît pas. Là, le poste à cendre, c'est le bord du chenal de navigation. Ici, il est à peu près à 2 mètres de la rive. Ça fait que ce n'est pas la peine de chercher les cendres très loin ici. On va les trouver dans la journée, sous 7 à 8 mètres d'eau, à peu près à 3-4 mètres du bord, pas plus loin. Le problème de ce genre de poste, c'est que le chenal de navigation est généralement empierré, qu'il y a pas mal d'accroches qui sont malheureusement très friandes en bas de ligne et en hameçon. Tu vois le poteau rouge et blanc là? Eh bien ça, c'est juste le bord du chenal de navigation. C'est-à-dire que c'est pratiquement à ce niveau-là, peut-être 1 ou 2 mètres plus loin, qu'il faudra lancer sa ligne pour pouvoir pêcher les cendres qui se trouvent juste en contrebas. L'après-midi, le soleil, comme il vient de derrière là, les cendres seront toujours à l'ombre en bas de ce côté-ci du chenal de navigation. Ça, c'est une place en été. C'est un gigantesque banc de nénuphars avec des coulées d'eau libre là-dedans. Et une petite embouchure qu'il y a à peu près juste au milieu là. Ça, c'est un poste à cendre, mais pour le soir tard. C'est-à-dire que les poissons vont rester à l'abri de la lumière et cachés sous les nénuphars pendant la journée pour venir chasser beaucoup plus près du bord les alevins à la tombée de la nuit. Il ne faut pas oublier que le cendre, c'est avant tout un poisson qui a une activité nocturne. Et là, le petit poste qu'il y a là, juste à l'embouchure devant, là, c'est un poste excellent pour les pêches de fin de soirée, quoi. Et ensuite, toute cette zone-là, c'est une zone où il y a des nénuphars et on peut pêcher la journée après les nénuphars, mais c'est un poste accessible seulement en bateau, et la nuit dans les coulées d'eau libre qui vont jusqu'au bord. Ça, c'est un poste à cendre typique, là. Tu vois l'arbre qui est couché, qui est dans l'eau, là. Eh bien, c'est un poste à prospecter, surtout en bateau, en pêchant aux poissons meurmaniers, parce que là, dans les branches qu'il y a sous l'eau et jusqu'au fond, on risque de trouver un troupeau de cendres qui s'est calé dans les branches de l'arbre, même dans l'eau. C'est un peu comme les perches en ce qui concerne le bois qu'il y a dans l'eau. Partout où il y a du bois, où ils peuvent se cacher, où ils peuvent se poser sur les branches, c'est là qu'ils se mettront. On a même de la concurrence sur la branche. Regarde le héron qui attend aussi, lui. Alors tu vois, ici c'est un ou plus exactement 2 postes de cendres absolument typiques. Tu as un poste sous le pont là, où le courant a creusé une fosse qui a enlevé la vase du fond, les cendres n'aimant pas tellement ni la vase ni la lumière. En plus, il y a toujours une zone qui est plus ou moins à l'ombre, et juste derrière la pile du pont, là où on va dériver maintenant, là, il y a une espèce de remous dans lequel les cendres aiment à se tenir, parce qu'ils savent qu'il y a toujours des poissons qui sont amenés par le courant, des poissons malades, des poissons blessés, qui viendront automatiquement se réunir ou dériver dans cet endroit-là. C'est une espèce de rassemblement de tout ce qui peut dériver de la rivière.
Voilà.